Et salut à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey, et aujourd'hui on va parler un peu de Gervonta Davis. Je voulais en parler depuis longtemps de ce boxeur. C'est un type qui a été adulé pendant très longtemps. Il se trouve que j'avais pas de chaîne YouTube à ce moment-là, mais moi j'étais un peu des cailloux dessus. Après il se trouve que c'est un type là depuis à peu près un an et demi, où à la mode ça a été de jeter des cailloux sur Tank, parce que pas assez d'activité, parce que ses adversaires sont pas assez à la hauteur. Maintenant, et que voulez-vous, c'est la mode de râler sur lui. Et j'ai hésité à faire une vidéo un peu à la décharge de Tank, d'expliquer pourquoi malgré tout, il n'avait pas affronté d'aussi mauvais adversaires que ce qu'on m'avait raconté. Parce que si vous voulez, pendant, j'ai l'impression, un certain temps, les gens ont considéré que Tank était l'un des meilleurs boxeurs du monde sans aucun problème, jusqu'à ce qu'on se rende compte que son palmarès était en fait un peu trompeur, et donc là les gens lui sont tombés dessus. Mais malgré tout, quand on regarde, il y a quand même beaucoup de champions sur son palmarès, d'ex-champions, de futurs champions. Donc ça veut dire qu'il ne bat pas que des vieux, qu'il ne bat pas que des jeunes, et parfois des gens qui deviennent champions vraiment pas longtemps après l'avoir battu. Donc en fait, ça tend à dire qu'en fait, Tank a un palmarès qui est finalement pas si mauvais que ça. Et en fait, finalement, ce combat contre Roach ce week-end a été assez marquant pour expliquer pourquoi le palmarès de Tank est malgré tout doublement trompeur. Et c'est ce que je vais essayer de détailler ici. Et donc d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le couac contre la main de Roach en fait arrive de manière a posteriori pas si illogique. Donc globalement, Tank Davis c'est un boxeur américain qui est, on peut le considérer, le boxeur le plus populaire du monde actuellement. Je pense plus que Canelo, je pense plus que Inoue assez largement. C'est l'un des derniers types qui a pu ne pas signer avec Turki Al-Alchik encore, tellement il sait qu'il a de l'influence. C'était une petite star amateur, il n'a pas fait les JO, mais c'était quand même une petite star amateur, protégé de Floyd Mayweather qui était déjà une star à l'époque, donc il est passé pro dans un environnement protégé, et il avait tout pour être un boxeur ultra populaire. Son style de boxe est super, c'est un type qui réalise à la fois des prouesses offensives comme défensives, il a une force de frappe qui est prodigieuse, tant et si bien qu'il met quasiment tout le monde KO, on va revenir sur son palmarès après, mais c'est délirant. Défensivement, il est super aussi, très responsable, il a une très bonne file échelle, une très bonne garde haute, très bon retrait du buste. Et donc ça fait un combattant qui est excitant, parce qu'on n'arrête pas de le voir outbox ses adversaires et mettre des belles esquives pendant 8 rounds, jusqu'à ce qu'il sorte un KO de l'espace, et après il fait un petit salto au-dessus des cordes, il chauffe la salle au micro, donc forcément c'est un type que tout le monde apprécie. Et avoir boxé, c'est super. En plus, en dehors du ring, c'est aussi une personnalité à laquelle on peut s'attacher. C'est un type qui a une existence qui est compliquée. Il vient de quartier chaud de Baltimore, qui n'est pas la ville la plus safe des États-Unis. Il s'est un peu échappé par la boxe. Il a avoué que tous ses amis d'enfance étaient déjà morts dans des fusillades, drogués. Donc c'est pas la belle vie. Ce qui fait que Tank a pas une vie qui est exemplaire. Du style, il a eu un accident de voiture avec une meuf enceinte, il a tué le bébé et la maman, et puis il a pris un délit de fuite. Bon voilà, c'est pas la grande joie. Reste que c'est un type qui a toujours assumé de ne pas être un modèle au niveau de sa vie, et c'est un type qui malgré tout a une certaine franchise, une certaine honnêteté. Il y a pas mal de moments où il se passe des choses dans le monde de la boxe, et Tank, notamment par Twitter, arrive avec cette figure qui dit un peu ce que tout le monde pense tout bas, et le dit de manière suffisamment franche pour que ça résonne parmi les gens. Donc ça en fait un boxeur qui est ultra populaire et qui a été pendant très longtemps ultra aimé, vraiment. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, où c'est devenu la mode de lui tomber dessus. Alors pourquoi est-ce que c'est un type ultra aimé? Donc comme on l'a vu, style de boxe exceptionnel, donc il n'y a pas en fait a priori grand chose, enfin on a déjà expliqué pourquoi est-ce qu'il a été aimé, mais donc pourquoi est-ce qu'on lui est tombé dessus? Et bien en fait ça c'est vis-à-vis de la manière dont il a géré sa carrière. Globalement, c'est quoi un boxeur exemplaire d'un point de vue sportif? C'est un type qui est champion, qui défend son titre contre les meilleurs challengers possibles, ou qui cherche à unifier, ou qui cherche à monter en catégorie de poids. Et dans ce cas-là, prendre des contenders pour pouvoir, in fine, aller récupérer d'autres titres, ou directement affronter des champions. Un type qui a un comportement comme ça, on ne peut rien lui reprocher sportivement. Okay. Alors éventuellement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des petits passes droits à droite à gauche, mais bon, hypothétiquement, ce serait ça. Et en fait, il se trouve que Tank fait tout sauf ça. Il a commencé sa carrière de manière assez classique. C'est-à-dire c'est un prospect, il enchaîne les victoires contre des adversaires qui ne sont pas à ce niveau pour gonfler son palmarès et lui faire gagner en expérience. On le ramène contre un champion qui était José Pedraza, qui était un bon champion, mais qui n'était pas le meilleur champion de l'histoire. Il devient champion dans sa première catégorie de poids. Et puis ensuite, à partir de là, il défend son titre quelques fois. Et puis il va rapidement monter en léger. Et puis ensuite, on s'attend à ce qu'il prenne un titre en léger. Et puis voilà, la machine va être lancée. On va le faire affronter des champions, alors je ne vais pas dire de seconde zone, mais qui ne sont pas ultra populaires, parce qu'on sait que Tank va être avantagé. Et puis une fois que Tank est champion dans 3 catégories de poids, et puis qu'il a unifié 2 ceintures, et ben on lui fait affronter notre grosse superstar. Et puis voilà, on fait un combat de génie, numéro 1 pound for pound contre numéro 2, et puis voilà, c'est super. Bon, c'est globalement le schéma un peu classique qui pourrait se répéter parmi les grandes superstars de la boxe. Et en fait, Tank commence ce schéma comme il faut,
Comme je dis, il devient champion en superplume, et puis assez vite ça dérape. Et notamment ce qui va se passer, c'est qu'il va perdre son titre sur la balance, puisqu'il ne va pas faire le poids contre Francisco Fonseca, contre lequel il va malgré tout gagner par KO. Et donc par la suite, il va un peu osciller entre les superplumes et les légers. Qui plus est, on s'attendait à une montée de poids en tant qu'en léger assez rapidement, dans le sens où Tank évolue en superplume, et les superplumes c'est un peu la catégorie minimale pour les Américains. Ils ont encore quelques gars en superplume, donc ils voient un peu qui sont les noms de la caté, et il y a moyen pour eux de savoir qu'il n'y a pas forcément que des peintres dans cette caté. Mais comme en dessous, ils ont plus trop de gars, pour eux c'est surtout des Asiatiques, des Mexicains et des gens qui sont pas méga bons, ce qui est faux, hein, mais c'est surtout comme ça qu'ils le voient. Et au-dessus, c'est là qu'il y a beaucoup d'Américains, c'est là que oh là là, la boxe commence à être sérieuse. Et donc au fond, on attend une montée assez logique de Tank en léger, puisque c'est là qu'il va pouvoir retrouver un vivier beaucoup plus intense. Et avec notamment, en plus à cette époque-là, plein de très bons Américains, notamment Haney, notamment Lopez. Et un peu en Ryan Garcia, on va y revenir. C'était un peu, ils étaient vendus un peu comme le Fab Four de notre époque. Sauf qu'il va faire ses montées en léger, mais il va se rendre compte qu'en fait il remplit quand même des stades, et il gagne quand même énormément d'argent, même s'il affronte pas un énorme cador. Et il se rend compte qu'au fond, il a tellement une influence sur le grand public, qu'en fait il n'a pas besoin d'aller affronter Teofimo Lopez qui possède 3 ceintures. Il a juste besoin d'affronter un mec qui est là. Et au fond, ce qu'il lui faut, c'est juste quand même avoir une manière de vendre son combat. Donc il va pas, par exemple, aller prendre un type qui est populaire, genre Ryan Garcia, ou qui est un ancien champion, et globalement, bah, ça va lui suffire en fait pour remplir un stade. Et c'est déjà en ça que son palmarès est premièrement trompe-l'œil. C'est que quand on le regarde a priori, en fait on se rend compte qu'il n'y a pas d'énormes noms. Et notamment en léger, on a attendu pendant très longtemps qu'il affronte Lopez, qu'il affronte Haney, et il a affronté aucun de ces gars-là. Donc, première manière que Tank a d'enfumer un peu le public, c'est de remplir des stades en affrontant des gens qui ne sont pas aussi légitimes que ce qu'on pense qu'il devrait affronter, en s'en sortant parce qu'il sait qu'il a une popularité suffisante pour malgré tout remplir le stade avec ça. Donc, premier moyen pour Tank de tromper l'œil. Ça peut notamment nous mettre la puce à l'oreille lorsqu'on regarde un peu les titres qu'il a eu. C'est-à-dire qu'en léger, on pourrait penser qu'il a été champion pendant ultra longtemps, parce qu'il monte un peu définitivement léger autour de 2019, et donc on pourrait s'attendre qu'il enchaîne les titres et les défenses de titres. Et en fait, il est devenu champion que mi-2023. Et en fait, c'est un email champ, Tank, qui s'est foutu de la gueule de Haney, qui a eu sa ceinture WBC par email. Tank en léger, c'est un email champ. Dans le sens où il a été champion WBA World, des poids légers, et quelqu'un qui possède une ceinture qui s'appelle la ceinture mondiale, on pourrait se dire que c'est un champion du monde. Mais non, c'est une belle banane que met la WBA, parce qu'en fait, il y a un champion Super World, qui était Devin Haney à un moment, puis avant c'était Kambosos, puis avant c'était Lopez, puis avant c'était Loma, enfin bref. C'était les galères des poids légers de l'époque. Et donc en fait, Tank n'était qu'un champion intérimaire. Mais même pas vraiment, parce qu'il y avait aussi une ceinture intérimaire. Donc si vous voulez, c'est vraiment la banane de la banane mise par la WBA, et Tank en a profité allègrement pour être ce champion World WBA, qui du coup la mettait à l'envers à tout le monde, en faisant comme s'il était champion du monde, alors qu'il ne l'était pas. En plus, ce qui est super frustrant, c'est que vu comment il défonçait les mecs qui battaient, on était à peu près persuadé qu'il avait moyen de venir frapper Lopez, Haney et Loma, et Kambosos, même si Kambosos est considéré comme étant un peu en dessous des 3 autres. On reviendra sur cette assertion plus tard. Donc ça, c'est le premier truc qui met la puce à l'oreille, comme quoi Tank la met quand même un peu à l'envers. Bon. Et ça, les gens ont commencé à se rendre compte, surtout qui plus est, c'est beaucoup sorti avec le combat contre Ryan Garcia. On s'est en plus rendu compte que Tank mettait des clauses de réhydratation, donc les mecs qui l'affrontaient. C'est-à-dire que Tank, c'est un peu un mini Tyson de l'époque. Il met des KO, mais surtout, ce qui a beaucoup séduit chez Tyson, c'est que c'était un petit mec qui fracassait des gros mecs. Et donc pour l'une des premières fois, le public a eu l'impression d'avoir un mec tellement fort que même le physique ne compte pas. Alors en vrai, c'est plus le poids que la taille. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant. Reste que pour le public, c'est un petit mec qui fracasse des gros mecs. Et donc ça décuple ses exploits. Et Tank, c'est exactement ça. Il s'appelle Tank, tout est dans le nom. Il est petit, il est robuste, il est musclé, il est trapu. Et puis il envoie des patates de l'espace. Et donc en plus, on a en fait appris que Tank, qui était tout petit, mettait donc des clauses de réhydratation à ses adversaires. Alors ça, c'est un peu un truc d'enculé, mais bon, tout le monde fait ça en boxe, ce qui est terrible, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. C'est qu'en gros, tu fais 70 kg au quotidien, mais tu vas affronter des mecs de 60 kg, parce que c'est plus facile du coup. Donc tu passes ton quotidien à 70, puis avant ton combat, tu perds 10 kg d'eau en te desséchant comme un fils de pute. Comme ça, tu arrives à 60 kg le jour de la pesée, et en une journée, tu reprends tes 10 kg. Donc c'est un truc de zinzin qui est complètement absurde, c'est actuellement fait.
Le truc qui est encore plus absurde, c'est que tout le monde le fait. Donc tu as 2 mecs de 70 kg qui perdent toute leur eau à une journée du combat pour se peser tous les deux à 60 et remonter à 70 le lendemain. En plus, ça a des avantages, les athlètes qui ont le plus de moyens financiers, parce que du coup ils ont la pharmacie pour pouvoir faire ça. C'est plus dangereux parce qu'un cerveau déshydraté, tu as plus de chances de te manger des commotions. Bon, c'est une cata totale. On n'est pas là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le cutting c'est débile. Juste, on n'est pas d'accord pour dire comment, quelle réforme est-ce qu'il faudrait faire passer pour qu'on l'endiguer un peu. Bon, en tout cas, il se trouve que c'est une pratique qui est actuellement répandue. Et donc Tank, lui, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il décide de mettre des clauses de réhydratation à ses adversaires. Donc en fait, il va chercher un mec qui combat habituellement en poids léger, c'est-à-dire 61 kg, et le mec combat en poids léger parce qu'en fait, il en fait 70, et puis qu'il fait moins 10 plus 10 la veille du combat. Et Tank vient lui dire, bah viens, on s'affronte en poids léger, mais je te mets une clause, c'est-à-dire que je te mets une pesée officielle à 61 kg la veille du combat, et puis je te remets une pesée à 2 heures avant le combat, où tu dois pas être au-dessus de 64. Et si tu es au-dessus de 64, tu me donnes, mais alors tellement d'argent, genre tu m'en donnes beaucoup. Donc le type vient pour avoir la paye de sa vie, il perd 10 kg la veille du combat, il se pèse, et puis est-ce qu'il se dit, bon, je suis là pour gagner de l'argent, fondamentalement l'argent je l'aurai que je perde ou pas, est-ce que je préfère reprendre mon poids, risquer que tant qu'annule le combat que je perds toute ma bourse, ou est-ce que je préfère aller au combat, me faire éclater, gagner ma thune? Bon bah la majorité des gens respectaient la clause de réhydratation, et donc en plus on apprend que Tank gagne contre des gens qui en fait peuvent être un peu affaiblis le jour du combat. Alors oui, du coup, c'est un peu de leur faute de côté, c'est pas faux. Reste que bon, ça reste un moyen que Tank a de mettre de la pression sur ses adversaires. Et il leur met cette pression parce que Tank leur dit, si je te mets pas cette clause de réhydratation, bah je t'affronte pas. Bon bah comme ça c'est simple, tu veux l'argent, bah tu prends ta défaite et tu gagnes ta thune. Donc ça commence à être un peu shady comme business. Et donc là, quand on voit tout ça, on se dit, ok, mais en fait Tank c'est un arnaqueur. Son palmarès c'est du pipeau, c'est du vent. Et il a l'air d'être un bon boxeur sur un ring, parce qu'en fait juste, il affronte des mecs qui sont épuisés quoi. Et ça fait que beaucoup de gens sont tombés sur Tank. Et moi aussi, je disais, non mais Tank, de toute façon, il a un palmarès nul, regardez, il met des clauses de réhydratation, il affronte personne, la preuve, il n'a pas affronté Lopez et Heini. Bon, et ni Loma non plus. Jusqu'à ce que, il n'y a pas trop longtemps, il y a genre un petit peu 1 an, je regarde quand même un peu en détail le palmarès de Tank, et en gros, sur ses derniers adversaires, il y a quand même Frank Martin, qui n'a jamais été champion, mais qui était vraiment un challenger officiel et un bon challenger pour la ceinture mondiale, hein, c'était un régulier top 10 poids léger, c'était vraiment un bon contender. On a Ryan Garcia, qui n'a jamais été champion, on va y revenir. On a Hector Luis Garcia, qui était champion WBA. Rolando Romero, qui a été champion après sa défaite contre Tank. Isaac Cruz, qui a été champion après sa défaite contre Tank. Mario Barrios, qui a été champion après sa défaite contre Tank. Leo Santa Cruz et Gamboa, qui avaient été champions. Et là, on arrive déjà à 2019. Donc ce qu'on voit, c'est que mine de rien, les derniers adversaires de Tank, c'est quand même quasiment tous des mecs qui ont été champions, quoi. Donc en fait, on a envie de se dire, mais Tank, en fait, c'est pas si un peintre que ça. Il affronte quand même des gars, quoi. Genre, il affronte quand même le gratin de la boxe. Il affronte pas Heini, mais il affronte le gratin. Et c'est pour ça que le palmarès de Tank est trompe-l'œil. Mais en fait, il y a pire. Il est trompe-l'œil. Parce que même ça, en fait, quand on creuse un peu, c'est un peu shady. Parce que si vous voulez, Frank Martin, à ma connaissance, rien à dire. Il y a peut-être une clause de réhydratation un peu bâtarde, mais en vrai, c'était un bon contender des poids légers. J'ai rien à dire sur ce combat. Ryan Garcia, il est ultra populaire, c'est sûr, mais quand on creuse un peu, sa meilleure victoire, c'est Luke Campbell. Et quand on creuse encore un peu plus, ok, il a tabassé Heini, reste qu'il était en surpoids et il était dopé pendant ce combat-là. Donc est-ce qu'il aurait quand même tabassé en n'étant pas dopé? Peut-être. Mais bon, vous en savez rien, j'en sais rien non plus. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a tabassé un mec en trichant. Donc ça compte pas vraiment. Et donc en fait, Ryan Garcia, c'est pas un très bon adversaire. Hector Luis Garcia, c'est un type qui était champion, mais de la catégorie d'en dessous. Donc tant qu'à tabasser un champion plus léger. Et c'est un type qui venait à peine d'être champion et qui n'était pas non plus le cadre de sa division. C'était 2023, c'était l'époque où globalement il y avait Navarrete et Valdez qui étaient un peu à leur sommet. Je crois qu'il y avait encore Shakur qui venait de monter en léger à ce moment-là. Et c'était vraiment pas considéré comme le numéro 1 de la division, Hector Luis Garcia. Tu aurais pu prendre Shakur. Shakur qui monte en léger. C'était un ancien champion, ancien numéro 1 des super plumes assez net, il monte en léger, prends-le. Au lieu de prendre un type qui est champion, mais qui est genre le pire champion de la catégorie. Après on redescend un petit peu, il y a Rolando Romero. Rolando Romero, il n'était pas champion quand Tank l'affronte, il est devenu champion 2 ans plus tard. WBA des super légers, donc une catégorie du dessus. Le premier truc qu'on peut se dire, c'est qu'il a dû cutter et avoir sa clause de réhydratation. Mais surtout, Romero, en fait, c'est le pire champion qu'on ait eu ces dernières années. Je suis un peu méchant, mais je pense vraiment que dans toute la boxe, c'était l'un des mecs qui avait le moins bon niveau et qui a réussi à devenir champion un peu par le hasard des choses. Parce qu'il a pu affronter Barrios pour le titre, et Mario Barrios, c'était un...
Attends, j'ai perdu son nom. C'est le Vénézuélien, là. Attendez, je vais retrouver ça. Mais du coup, c'est pas Barrios, c'est Barroso. Voilà, je suis désolé. Barrios, c'était juste en dessous, c'est pas Maris. Il a affronté Barroso, qui est un Vénézuélien, qui était un type qui aurait dû avoir sa chance pour le titre WBA des super légers depuis longue date. Et la WBA lui a mis à l'envers constamment. Et donc, au moment où Rolando Romero l'affronte, en fait, Barroso, il a 40 ans. Bon, et il va perdre à sa première défense de titre. Donc, Romero, il est champion, mais c'est quand même pas un très bon champion. Il va affronter Isaac Cruz aussi, qui va lui donner un combat difficile. Pareil, Isaac Cruz, il a beaucoup plu dans son combat contre Tank. À l'époque, personne ne le connaissait vraiment. Tout le monde disait que Tank affrontait n'importe qui. Finalement, Isaac Cruz fait un bon combat contre Tank. Il monte en catégorie. Il devient champion. Donc, on aurait envie de dire que Isaac Cruz, c'est un très très gros nom. Mais encore une fois, pareil, il y a des choses à regarder un petit peu. Isaac Cruz, c'est un type qui alors va éclater Gamboa quelques temps plus tard. Mais Gamboa, il était très très vieux au moment où Isaac Cruz le prend. Et puis après, il va avoir un combat très serré contre Giovanni Cabrera. Giovanni Cabrera qui s'est fait détruire en 3 rounds par William Zepeda, qui est actuellement considéré comme un top 5 de la KT, jusqu'à ce qu'il ait l'air contre Farmer, qui est aussi un mec qui a été ultra testé. Donc en fait, est-ce qu'Isaac Cruz était si testé que ça? Et Isaac Cruz va devenir champion contre Romero. Romero, qui était du coup, on l'a dit, un type qui n'était pas excellent. Tout ça pour perdre lors de sa première défense de titre contre un type qui s'appelait José Valenzuela. Et tout ça pour voir José Valenzuela se faire laminer, complètement dépassé ce week-end par Gary Antoine Russell, qui a lui-même perdu contre Puello, qui a lui-même donné un combat serré à Martin qui a lui-même donné un combat serré à Lopez. Alors évidemment, la boxe, c'est pas des maths, hein. C'est pas parce que A gagne B gagne C que forcément A gagne C. Reste que Romero qui a été hypé parce qu'il a affronté Tank. Cruz qui a été hypé parce qu'il a affronté Tank. En fait, ces deux-là sont devenus champions en affrontant un vieux Barroso. Finalement, ces deux-là, en termes d'héritage, se sont fait manger par Valenzuela, qui s'est fait éclater par un type qui, in fine, a l'air à peu près à égalité avec Lopez. Bon, est-ce que finalement, Tank serait pas en dessous de ces gars-là, du coup, s'il donne un combat difficile à Cruz? Bon, alors évidemment, ça se base sur le fait que Valenzuela se soit fait avoir un combat très difficile contre Antoine Russell ce week-end. Mais est-ce que finalement, là, tout cet héritage de boxe, c'était pas des mecs qui étaient peut-être pas si bons que ça? En tout cas, moins bons que d'autres gens qui ont dans d'autres héritages qu'ils n'ont pas affrontés. Vous voyez, c'est un peu comme quand on avait Fury Wilder et Joshua Usyk, on se demandait, ok, c'est lequel le meilleur des quatre, mais surtout, est-ce qu'en fait, on n'en a pas deux qui sont très en dessous des deux autres? Bon, c'est un peu la même idée ici. D'ailleurs, Cabrera qui va affronter Mason bientôt. Donc, et Mason qui est un tout jeune prospect. Quand on remonte encore un peu, il y a Mario Barrios. Alors, Mario Barrios, il est champion actuellement. Ils sont affrontés en super léger. Et à l'époque, Barrios faisait les poids des super légers. Donc, quelque part, rien à dire là-dessus. Reste que finalement, Barrios est devenu champion en enfin, il est devenu champion en welter. Et il a avoué qu'il avait eu des clauses de réhydratation pour ce combat. Donc bon, encore une fois, pour ce combat-là, Barrios a combattu au poids qu'il faisait d'habitude. Est-ce que la clause de réhydratation l'a gêné? Probablement. D'un côté, encore une fois, si jamais c'est le gêné, il aurait pu combattre un peu au-dessus. Mais en tout cas, c'est pas comme si Tank l'avait fait descendre en plus d'une catégorie de poids. Avec Ryan Garcia, c'est un peu plus suspect parce que mine de rien, non seulement il a dû subir la réhydratation, en plus il avait même pas pu faire le poids parce que même en se tuant, en fait il était à 135 livres et demi. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'il pouvait même pas faire les super légers, Ryan Garcia. Donc en fait, je pense qu'il était cul dans ce combat-là. Et après, on arrive à Leo Santa Cruz, qui était quand même déjà un peu sur le tard lorsque Tank le cueille. Gamboa, qui était très sur le tard aussi. Donc en fait, finalement, quand on regarde tout ça, ok, il bat des champions, mais c'est toujours soit des mecs qui étaient plus légers que lui qui fait monter, soit des mecs qui étaient un peu lourds et qui a priori il met des clauses de réhydratation et qui ont été champions un peu plus tard. Et sur les 3 types qu'il a battus qui ont fini par être champions, il y a Barrios où j'ai pas grand chose à dire, il a l'air d'être devenu champion de manière un peu legit, et il y a Romero et Cruz où en vrai j'ai de fortes suspicions sur leur réel niveau. Et je suis vraiment pas sûr qu'en fait ils soient au niveau des autres champions. Bon. Et donc finalement, on peut se poser la question en fait, est-ce que Tank, pardon, c'est vraiment en fait un boxeur aussi bon que ce qu'il nous dit être? Et ce qui est sûr, c'est qu'on le voit battre de manière très impressionnante des adversaires qui finalement sont peut-être pas si bons que ça. Et surtout, on les voit le battre, mais sur son terrain. Et la question, c'est si Tank affrontait un mec en terrain neutre, qu'est-ce que ça donnerait? Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a vu le couac de Tank ce week-end apparaître avec Lamont Roach. Donc Lamont Roach, c'est un mec qui a battu Hector Garcia, on en a parlé un petit peu, c'était le champion un peu faible des super plumes, que Tank avait battu en 2023. Donc Garcia a donné un combat très serré à Roach, Roach a gagné le combat, et donc Tank s'est dit, voilà, j'ai trouvé la nouvelle arnaque, je vais aller chercher un autre champion WBA de la catégorie en dessous, qui a battu le champion déjà un peu faiblard que j'ai déjà battu. Donc comme ça c'est top, et je me refais encore un combat facile, où j'affronte un autre champion du monde, encore un sur le palmarès. Donc il a essayé de la mettre à l'envers, mais cette fois-ci ça s'était un peu retourné contre lui, parce que Roach, il est pas fou en super plume. Alors évidemment, je suis méchant, ça reste un champion du monde, on se comprend. Mais personne ne l'aurait vu favori contre Navalete.
Donc si Roach, il galère un peu en super plume, on pourrait se dire que c'est parce que c'est un boxeur qui est un peu limité, et qu'avec une catégorie de poids au-dessus, il va encore plus galérer, et donc Tank va le détruire. Et c'est ce que tout le monde s'est dit, c'est ce que Tank a dû se dire, et je vais pas m'amuser à faire le devin a posteriori, c'est ce que je me suis dit tout pareil. J'ai pas fait de vidéo avant combat, mais j'étais persuadé que Roach allait pas tenir les rounds. Reste que, en fait, c'était peut-être l'inverse. C'était peut-être que Roach, qui cutait comme un bâtard, il était super affaibli en super plume. Et donc peut-être que tout ce qu'attendait Roach, c'était une montée en catégorie de poids, pour montrer qu'en fait il était un peu plus costaud que ce qu'il disait qu'il était. Pareil, Roach avant le combat qui dit ouais, vous savez pas, mais en fait je cut tellement que ça m'affaiblit beaucoup, et en fait j'ai une bonne force de frappe, mais juste personne n'est au courant, parce que je cut tellement que ça m'affaiblit. Et vous allez voir en léger, je vais avoir du punch. Personne ne le croyait, il a 10 KO sur 25 combats. J'ai vu ça, j'ai dit bon, encore un type qui essaie de vendre son combat contre Tank comme il peut. Jusqu'à ce qu'il arrive, et qu'en fait, il ébranle Tank plusieurs fois durant le combat. Il l'a mis mal. Et donc en fait, Tank, qui pensait se retrouver encore une fois sur son terrain, s'est en fait retrouvé sur le terrain de l'adversaire ce soir-là. Parce que c'est Roach qui n'attendait que d'un truc, monter en catégorie de poids. Et donc là, quelque part, c'est qui pensait prendre, qui se retrouve pris. Il a même pas pu mettre vraiment de... Alors il a quand même mis, je pense, une clause de rétractation à la main de Roach, qui a quand même dû cutter un peu. Mais bon, au fond, il était quand même mieux en léger quand c'est super plume. Et donc il donne un combat difficile à Tank Davis. Et donc là, on voit un truc assez classique, quelque part assez attendu. Quand un combattant est ultra favori, quand un combattant est une star comme ça, il fait ce qu'il veut. Alors évidemment, je ne sais pas à quel point la corruption est directe ou pas. On sait que la boxe, c'est un sport où on a beau dire que ces deux mecs sur un ring ont toutes leurs chances, c'est pas le cas. L'arbitre va avoir tendance à prioriser la superstar, les juges vont avoir tendance à prioriser la superstar. Quand tu vas chez la superstar, c'est lui qui gère la manière dont le combat se fait, donc t'es pas chez toi, parfois tu galères, t'as un temps d'attente ridiculement long avant de monter sur le ring, enfin, on te met des bâtons dans les roues qui finissent par s'additionner, et c'est sûr que c'était le ring de Tank ce soir-là, c'était pas le ring de la juge. Et ça s'est vu. Ça s'est vu parce qu'au round 9, Tank, il se trouve qu'il a apparemment de la graisse dans les yeux parce qu'il s'était fait ses traces il y a pas longtemps, c'est sûrement vrai. Il pose un genou à terre, il va dans son coin se faire essuyer son œil. Et ça, ça n'a pas été compté par l'arbitre. Voilà, c'est super. Donc globalement, on a tous vu ce que ça donnait. On a vu aussi un Tank très frustré qui a pas été hyper propre dans les accrochages. L'arbitre n'a pas trop bronché. Bon, voilà. Donc on a vu la même chose avec Canelo contre Bivol. Bivol qui donne un vrai combat à Canelo, Canelo qui s'y attendait pas. Il s'attendait à... Enfin, en fait, quelque part, il s'attendait à ce que le script soit déjà écrit, et de voir que c'était pas le cas, ça l'a frustré, il s'est retrouvé un peu sans moyens, sans solution. Il l'a mis à terre de manière pathétique à la fin du combat. Bon, Tank, il nous a fait un peu la même chose ce soir-là. Donc finalement, il y a ce fameux 9e round qui fait scandale, où donc Tank décide de mettre un genou à terre pour venir se faire essuyer un truc dans son œil. Globalement, il s'est justifié à la fin du combat en disant « Oui, mais en fait, j'ai fait mes tresses il y a pas longtemps, avec la transpi et tout, il y a de la graisse qui m'est tombée dans l'œil et ça me gênait. » C'est probablement vrai, connaissant la franchise de Tank, je pense que c'est vrai. Et il y a des gens qui ont l'air de débattre sur est-ce que c'est vrai ou pas. Bon, je ne comprends pas pourquoi il y a ce débat. Je comprends pas parce qu'en fait, bon, je pense que c'est vrai, on peut penser l'inverse, quelque part on s'en fout, il a mis un genou à terre. Et peu importe pourquoi tu mets un genou à terre, en fait c'est censé être considéré à minima comme un knockdown. Et ça, il y a des gens qui ont l'air de défendre Tank en mode non mais oui mais c'était pas un coup, du coup c'est pas un knockdown, mais et alors en fait? Genre moi je suis dans un combat, je vais peut-être défendre un truc, je pense que la majorité des gens qui regardent ici sont déjà convaincus avec moi, mais ça me semble tellement absurde de défendre Tank que je vais quand même le défoncer ici pendant 2 minutes. T'es en plein round, t'es un peu fatigué, tu mets un genou à terre, tu prends 10 secondes de repos comme ça, gratuit. On est où genre? La règle c'est, alors la règle, je pense que personne n'a jamais fait ça dans l'histoire, mais t'as plus le cardio et tu penses que reprendre ton souffle 10 secondes ça peut te sauver, en échange tu perds un point. Tu perds un point. Il y a quoi d'autre? Vous regardez, c'est Yatsutsumi, c'est un combattant japonais que j'adore, qui a fait un combat il y a une semaine. Au 4e round, il se prend un coup de boule, il y a l'arcade en sang. Il décide de ne pas arrêter le combat, et pendant, donc l'arbitre met une pause, le docteur inspecte l'œil, il peut continuer le round, il continue le round, et il décide de continuer tout le combat. Bon. Vous pensez qu'il n'était pas gêné par le sang qui coulait dans son œil? Il n'arrêtait pas d'essayer de se frotter pour éviter que le sang lui tombe dans l'œil. Et son adversaire faisait même pire, dans les phases d'accrochage, il frottait son gant sur la blessure pour l'ouvrir et lui mettre du sang dans l'œil. Vous pensez qu'au milieu d'un round, comme ça, avec complètement aveuglé de son œil droit, il s'est tranquillement mis un genou à terre, il allait dans son coin, il s'est laissé l'œil, il est revenu. Enfin, ça s'est pas fait. Et d'ailleurs, résultat des courses, il prend un knockdown au round 9 sur un crochet gauche qui ne va pas venir parce que son œil est fermé en fait. Enfin, son œil n'est pas fermé, mais il est aveugle de l'œil droit. Bon, c'est les règles de la boxe, hein. Tu poses un genou, tu te fais essuyer ton sang dans l'œil et tu reviens. En fait, non.
Et ce que fait Tank, eh ben, c'est littéralement pas dans les règles, c'est pas ce qu'on attend d'un boxeur. Tu te mets de la graisse dans l'œil au début du round, déjà, bah, t'as vraiment pas pris ce combat au sérieux, et tu peux t'en vouloir que toi-même. Bon, bah quelque part, pas grave, tu serres les dents et tu combats dans ces conditions. Tu passes le round avec ton œil où tu vois pas bien, tu mets ton gant, tu te protèges comme tu peux, au pire des cas tu perds le round, et puis tu essaies de temporiser comme tu peux, et à la fin du round tu te fais essuyer ta graisse, c'est tout. Donc ouais, mettre un genou à terre, c'est littéralement, voilà, c'est contre les règles. Alors c'est pas la seule erreur d'arbitrage qu'on voit récemment, hein. Entre Zhang contre Kabayel, il y a Zhang qui a deux doigts de s'écrouler, deux doigts de mettre un genou à terre, l'arbitre arrête l'action, puis finalement il met pas le genou à terre, du coup c'est pas compté comme un knockdown, et l'action reprend, et Zhang, qui était à 2-3 coups de tomber KO, en fait se retrouve à pouvoir récupérer pendant 10 secondes, sans point de pénalité. Donc là encore une fois c'est absurde, foutez-lui un point de pénalité, ou laissez l'action continuer jusqu'au bout. Bon, il se trouve que finalement ça n'aura pas beaucoup de répercussions ici, parce que Kabayel va finir par le mettre KO 30 secondes plus tard, donc il va finir le travail qu'il avait commencé, quoi. Mais pareil, ça c'était une erreur d'arbitrage assez flagrante. Bon. Un truc qui m'embête, c'est que je me dis, est-ce que ce serait pas possible dans ce cas-là, a posteriori, de foutre le point de pénalité que Tank aurait dû recevoir? Bon. Il y avait eu ça contre Virgil Ortiz, contre Bohachuk, c'était en août dernier. Au premier round, il y a Bohachuk qui met un coup à Ortiz, Ortiz chute, l'arbitre compte ça comme une glissade. Sur les ralentis, on voit que c'est clairement un knockdown et que c'est clairement un coup qu'il fait tomber. Et donc on décide on voit qu'en fait, parce qu'évidemment, quand Tank met un genou à terre, parfois les gens vont à terre, c'est compté comme des glissades. La glissade, c'est je te mets un croche-patte, la glissade, c'est ton pied trébuche. C'est-à-dire que tu vas à terre de manière non intentionnelle et pas sur un coup de poing. C'est très différent d'aller à terre parce que tu te manges un coup, knockdown, ou d'aller à terre parce que tu veux toi-même aller à terre. Et si c'est ça, c'est parce que tu es gêné par un truc. T'es gêné par un truc, quelque part, c'est de ta responsabilité, quoi. C'est pas à toi de pouvoir bénéficier d'un avantage pour ça. Donc les glissades, c'est différent. Il se trouve en tout cas sur cette séquence-là, Ortiz, on a l'impression qu'il glisse, donc l'arbitre compte ça comme une glissade. A posteriori, on se rend compte que c'était bien un knockdown, et donc on a fait rectifier la carte des juges en disant en fait c'était knockdown. On a fait ça genre 3 rounds plus loin, 3 rounds plus tard. Et ça c'était bien, c'était une bonne initiative. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait ça ce soir-là, ça aurait été pas mal. On pourrait justifier que oui, mais si ça avait été compté comme un knockdown, Davis aurait mis la seconde, parce qu'il aurait eu peur d'être un peu en arrière au niveau du pointage, peut-être. Bon, je pense que c'est la seule défense qu'on a pour même encore maintenant, hein, pas avoir la commission qui change le verdict de décision majoritaire en victoire partagée pour la main gauche. Je pense que c'est le seul vraiment argument qu'on peut opposer à ça. Le combat aurait été différent, si. J'ai vu des gens dire que les juges auraient dû eux-mêmes enlever des points à Roach. Ça, par contre, je suis vraiment pas d'accord. Enfin, enlever des points à Davis. Ça, je suis vraiment pas d'accord. C'est l'arbitre qui décide de comment ça se passe. Si l'arbitre dit c'est pas un knockdown, c'est pas un knockdown. Et les juges doivent pas noter moins un point. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je suis en accord avec les décisions de l'arbitre, hein, mais si les juges commencent eux-mêmes à décider de comment arbitrer le combat, en fait on n'a plus besoin d'arbitre. Donc je pense, c'est-à-dire que le mec glisse, il fait moi je trouve que c'est la garde quand même, allez je lui enlève un point. Enfin on va où en fait si on commence comme ça? Donc non, on a bien fait les juges ont bien fait de garder le round de 19. C'est vraiment l'arbitre qui a déconné de fou, et potentiellement la commission. Même si, encore une fois, il y a un tout petit argument qui vont dans leur sens et qui peut entendre qu'ils ne peuvent pas changer le verdict. Bon, en tout cas, on a peut-être également vu donc les limites de Tank. On a peut-être vu que c'était un combattant, c'est triste à dire, mais qui était peut-être pas si bon que ça. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais combattant, hein, qu'on soit bien clair. On me met dans un ring avec lui, je ne passe pas un round, mais il nous a été vendu comme un type qui avait l'étoffe, qui avait la capacité pour globalement taper n'importe qui dans la catégorie des légers. C'est un type qui était dans le pound for pound. Et en fait, comme on a un peu vu, tous les mecs qu'il a battus, ils sont devenus champions en se battant entre eux, ou en étant plus légers, ou en étant affaiblis. Et globalement, dès qu'ils ont affronté un mec un peu sérieux en Valenzuela contre Russell, en cas qui a affronté d'autres mecs qui ont déjà été testés, la différence était en fait assez flagrante. Donc on peut vraiment se demander, je pense, parce qu'en fait Tank, c'est pas un peu une fraude depuis le début. Alors bon, c'est méchant, parce que quand même c'est un type qui frappe fort, c'est indéniable, c'est un type qui sait boxer, c'est indéniable. Est-ce qu'il a été très bon et c'était juste une mauvaise performance? C'est possible aussi, hein. Faut pas vendre la peau de l'ours de manière aussi facile. Ça arrive d'avoir des nuits où tu passes un peu à côté de ton combat. Peut-être que là, ça fait aussi 2 ans seulement qu'il se sent un peu survoler le monde de la boxe. Il me semble que l'avoir vu passer, qu'il était un peu désintéressé par le sport. Peut-être qu'il a eu une préparation qui était un peu moins bonne que d'habitude, ou qu'il était un petit peu moins dans son combat. C'est vraiment possible aussi. Et il faut pas, en dépit de éventuellement l'image que j'ai pu donner ici, hein, il faut pas changer complètement la vie qu'on a sur Tank après une seule performance.
Faudra voir ce que ça donne dans ses prochains combats. Et si jamais sa carrière s'arrête maintenant, je pense que ce ne sera pas le cas, faudra voir un peu comment est-ce qu'on juge ces types à l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera pas facile de le juger, parce qu'on sait pas trop si ça a été en fait le meilleur léger pendant plusieurs années, mais qui est malheureusement l'a jamais prouvé en affrontant vraiment les autres. Ou si c'est juste un type qui a surfé sur une vague de paraître. C'est pour ça que Tank a un palmarès qui trompe l'œil, même si je finis par penser que son palmarès en fait est qu'il est meilleur, qu'il est moins bon que ce qu'il a l'air d'être. Donc il paraît être bon, alors en fait il l'est pas tant que ça. Et que j'ai malgré tout hâte quand même de voir la suite de la carrière de ce type. Je crois parce que ça reste un boxeur excitant, et un boxeur assurément générationnel, en tout cas qui va définir un peu la génération qu'on a traversée. Pas par les prouesses sportives qu'il a réalisées, mais par l'impact social qu'il a eu dans le sport. Je crois que le combat vers lequel il risque de se diriger, c'est une revanche contre Lamont Roach. Il avait dit juste avant le combat, ma plus grande peur, c'est d'être embarrassé. Je pense que malheureusement, c'est complètement ce qu'il a été durant ce combat. Donc, de toute façon, il va organiser à peu près une revanche. J'espère que Roach arrivera à battre Tank lors de la revanche. Pas forcément parce que j'ai envie de voir Tank couler. J'ai vraiment aucun affect particulier pour Lamont Roach. Et je pense qu'à choisir, je préfère même que Tank gagne par KO au premier round et qu'il revienne sur les rails, sur les bons rails dans sa carrière. Mais je pense que Roach a quand même mérité de gagner ce combat. Pas forcément parce que sur mon pointage de Roach, mais parce qu'il y a une erreur d'arbitrage flagrante qui change les cartes et qui donne Roach gagnant. Je pense qu'en fait, pour moi le mieux, ce serait que la commission change ce combat en décision partagée pour Roach et qu'il fasse une revanche éventuellement en Tank montre que c'était juste une mauvaise nuit. Et bon, reste que je pense que ce serait juste que Roach ait sa victoire bien méritée. Voilà tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur Tank Davis. Je pense que j'ai après fait le tour. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé du combat, si vous pensez que Tank c'est vraiment l'excellent boxeur qu'on pense qu'il a été, ou si c'est en fait une grosse fraude, même si encore une fois je pense que c'est un peu hâtif pour avoir un avis définitif et très tranché sur cette question, mais qui va rester en suspens et qui se posera dans les prochains combats, donc assurément. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!